Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 118e Rendez-vous du futur, rendez-vous des futurs, le rendez-vous de tous les futurs. Depuis 9 ans déjà, vous nous accompagnez, vous êtes déjà fidèles au rendez-vous et de plus en plus nombreux, soyez chaleureusement remerciés. Vous en avez pris évidemment l'habitude, le hashtag RDVF sur Twitter, sur Facebook, sur tous les réseaux que vous pouvez imaginer. Envoyez-moi les questions, notamment sur Twitter, je les reçois dans mon condensé de métaux rares que je n'ai pas dans ma poche mais devant moi. Je les reçois et je les poserai à notre invité tout à l'heure. Le replay, évidemment, si vous nous suivez en replay, c'est que vous en avez pris l'habitude et vous pouvez revoir les 117 émissions précédentes. Et soyez-en encore remerciés parce que le replay est de plus en plus important. Ce soir, vous retrouverez vos rendez-vous habituels, la revue de presse de Jérémy et Coralie, les chroniques, la minute bouclée, la tortue, la chronique de Margot, la chronique musicale, etc. etc. Qu'est-ce que je pourrais vous dire dans les messages habituels, si ce n'est que les mots-clés. Les mots-clés ce soir, nous allons parler d'énergie, d'écologie, de transition, d'éducation, nous allons parler de pédagogie, nous allons parler d'efforts, de réveil peut-être. Nous allons parler vraiment de pas mal de choses. Comme je le dis à chaque fois, on sait toujours comment on démarre, puis on se laisse voguer par le dialogue, et tant mieux. Et juste avant de démarrer cette émission, il nous tient à cœur de soutenir officiellement et énergiquement Claire Nouvian et Julia Cagé, qui sont injustement bâchés sur les réseaux sociaux et dans certains grands médias. On leur apporte vraiment tout notre soutien. Il faut se réveiller, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de regarder son nombril. Et cette histoire montre vraiment la vacuité dans laquelle on a tendance à tomber de plus en plus sur certains plateaux d'émissions, encore une fois dits de grands médias. Donc nous, on est très très heureux d'avoir pu recevoir Julia Cagé et Claire Nouvian ici, et d'avoir pris le temps long, le temps vrai du dialogue constructif. Merci et donc notre amical soutien. Cette émission a été préparée comme de bien entendu et comme d'habitude par les équipes professionnelles, rigoureuses, enthousiasmantes de la Gilet Carré, Triple C et du Cube, avec le soutien également de Gwendal Marcon. Ces questionnements m'ont été précieux pour préparer cette émission qui va frustrer évidemment les plus puristes d'entre vous, les plus techniques d'entre vous également, parce que comme d'habitude, nous allons ouvrir pas mal de fenêtres et on ne va pas forcément rentrer dans la technicité pure. Nous sommes là dans notre rôle de pédagogue et de transmission. Laissez-moi vous présenter notre invité en quelques mots. Jean-Marc Jancovici, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, moi en général, je reprends la très courte présentation de Twitter, parce qu'elle a le mérite d'être très courte. Mais alors vous, elle est particulièrement courte, donc je l'ai un petit peu étoffée. Particulièrement courte parce que vous dites juste ingénieur conseil en hashtag énergie, hashtag climat, hashtag transition énergétique. Et puis après, vous renvoyez vers vos différents médias. J'ai dit ça, moi? Sur Twitter, c'est ça. Ah, c'est possible. C'est pas moi qui gère ma page, enfin mon compte Twitter. Eh ben, c'est une de mes questions. Comment vous trouvez tout le temps pour être aussi présent sur les réseaux sociaux? Vous avez été nommé à la fin de l'année dernière au Haut Conseil pour le climat. Vous êtes un inlassable pédagogue des questions liées à l'énergie. En gros, pour vous, les questions liées à la transition énergétique ou à l'énergie globalement sont clés, sont vraiment la clé. C'est le cœur quasiment de tous les enjeux, puisque quand on lit, quand on vous suit, c'est une clé de lecture de notre monde, de notre civilisation. Si je n'ai qu'un livre à recommander, ce serait Le changement climatique expliqué à ma fille, que je montre là. Bon, il est très corné, il y a des pages dedans. Mais c'est un livre, la nouvelle édition augmentée au seuil, un livre que je vous recommande vraiment, surtout si vous n'êtes pas comme moi, un économiste ou un technicien de l'énergie. C'est fascinant parce qu'on a l'impression de bien tout comprendre. Et donc, mission réussie, en tout cas pour vous, parce que c'est quand même pas si simple de transmettre ce que vous dites au jour le jour. Un autre livre également, Dormez tranquille jusqu'en 2100 et autres malentendus sur le climat et l'énergie. Mais globalement, suivez notre invité sur son blog, jancovici.com, et puis sur vos réseaux sociaux. Donc, ce n'est pas vous qui vous occupez de votre page Twitter, de votre compte Twitter? Non, ni la page Facebook, ni le compte Twitter. Alors, la page Facebook, un jour, une de mes filles, qui a l'âge de s'intéresser à Facebook à cette époque-là, encore aujourd'hui du reste, me dit « Tiens, tu as créé une page Facebook ». Alors je la regarde avec des yeux ronds en disant « Ah bon, pardon, excuse-moi, C'était pas vous. J'ai une page Facebook et tu m'apprends quelque chose ». Alors en fait non, c'est quelqu'un qui a créé la page Facebook qui porte mon nom et qui avait comme objectif à l'époque le fait de diffuser des informations qui étaient dans la ligne des choses auxquelles je peux m'intéresser.
Alors j'ai pris contact avec lui et je lui ai dit c'est super, merci beaucoup. J'ai juste 2 ou 3 petits souhaits. Donc en fait sur la page Facebook, il est explicitement écrit que c'est pas moi qui la gère, que c'est géré dans l'esprit de diffuser des informations qui aident les gens à comprendre et à réfléchir. Donc il y a toute une équipe qui s'occupe de ça, qui est emmenée par 2 personnes qui s'appellent Jean-Pierre Diterlin et Joël Lecomte, qui gèrent cette page, et il est bien précisé sur la page que c'est pas moi. Après ils ont asservi le compte Twitter à la page Facebook, donc c'est ni plus ni moins moi, puisque les deux vont ensemble. Le seul réseau que je gère en direct, c'est LinkedIn. Mais les 2 autres, je ne les gère pas en direct. Mais, donc je vais voir de temps en temps, à la fois pour apprendre quelque chose, puisque ce n'est pas moi qui le gère, et puis pour vérifier qu'il n'y a pas de débordement. Alors je ne crains pas beaucoup les débordements dans l'information publiée, mais de temps en temps dans les commentaires, moi j'ai toujours souhaité que ça reste entre gens qui ont envie de discuter et pas de se taper dessus, et que par ailleurs ça reste dans l'esprit de la vulgarisation qui est celle qui me paraît pertinente. Donc là en gros la pédagogie du débat. Jusqu'à maintenant j'ai eu extrêmement peu de mauvaises surprises, soit dit en passant. C'est vrai que sur les thèmes qui vous travaillent au jour le jour, oui, on voit pas mal de dérives dans les commentaires, notamment. C'est très vite fait de voir des gens, c'est des sujets assez passionnels. Il y a quelques sujets assez passionnels dans ce pays, alors je sais pas, l'immigration, la fiscalité, etc. Et puis alors, dans l'énergie, il y en a un qui déchaîne les passions, c'est exactement l'opposition nucléaire, renouvelable électrique. Voilà, celui-là, c'est un sujet aussi dans lequel ça tourne vite au nom d'oiseau. Voilà. On a une question rituelle ici dans ces rendez-vous des futurs, une question que nous avait donnée André Braic, astrophysicien, qui était ici et qui nous disait « Moi, le but de ma vie, c'est de pouvoir expliquer le système solaire à un enfant de 7 ans. » Et bon, il avait à l'époque 73 ou 74, et il disait « Je n'y arrive toujours pas. » alors que c'était un pédagogue. Vous a pas dit « Le but de ma vie, c'est de faire le clown » ? Il le faisait magnifiquement bien aussi. On est d'accord. Mais je pense que c'était le sous-but, en dessous. Comment vous expliquez ce que vous faites dans la vie à un enfant de 7 ans, vous ? Alors, jusqu'à maintenant, les rares fois où on me demande ce que je fais comme métier, je suis obligé d'utiliser une pirouette parce que je ne sais toujours pas. Je pourrais dire je suis un comptable du carbone. Les gens vont me dire ah bon, bon, donc j'ai rien gagné comme explication. Il m'arrive de temps en temps de m'en sortir en me disant je m'occupe des malheurs du monde. Alors ça, déjà, on comprend un peu mieux. Il m'arrive de dire tout bêtement je fais du conseil. Mais enfin bon, conseil, c'est quand même un truc un peu vague. De fait, j'appartiens comme beaucoup de gens, comme beaucoup de gens dans mon secteur, il y a plein de trucs qui sont un peu émergents. Et donc, à part si vous parlez à un public d'initiés, les autres, vous avez besoin de passer par un quart d'heure d'explication avant de leur expliquer ce que vous faites. Alors, en fait, c'est vrai dans tous les métiers qui ont une forte composante technique. C'est pareil, je veux dire, vous pouvez faire des métiers qui sont extrêmement compliqués. Par exemple, vous pouvez être un soudeur et faire des trucs très compliqués. Si vous êtes un soudeur plongeur et que vous faites des soudures à 150 mètres par 150 mètres de fond, c'est pas évident à expliquer non plus. C'est pas évident à expliquer non plus. Voilà, on comprend que c'est pas comme quand vous êtes en train de réparer la grille en fer forgé de votre jardin, quoi. Donc, il y a plein de métiers aujourd'hui qui sont devenus très techniques d'une manière générale. Le mien en fait partie au sens large. Après, il est sur une préoccupation émergente. Donc ça fait un deuxième élément de difficulté pour le raccrocher à quelque chose qui parle aux gens. Voilà. Donc effectivement, c'est une difficulté. Et face à un enfant de 7 ans, le plus vraisemblable, c'est qu'à la différence du regretté André Braic, moi, je devrais m'en tirer par une pirouette. Sans faire le clown, forcément. Ou en faisant le clown. Ou en le faisant. Bon, alors pour nous aider à entrer dans le vif du sujet, un autre rituel, c'est la revue de presse concoctée, cette fois-ci, comme à l'accoutumée, par Jérémy et Coralie. Et on se retrouve juste après. Il y a quelques jours, le Parlement britannique a adopté une motion déclarant l'urgence climatique et environnementale. Un article du 2 mai paru sur le site Uzbek Erika revient sur cette action plus symbolique qu'effective, mais qui nous rappelle la nécessité de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et nous renvoie aux engagements pris par de nombreux pays lors de la COP21 en 2015, mais jusqu'ici non tenus. Comme le mentionne un édito du Monde le 30 avril, la principale piste du gouvernement français pour soutenir ses objectifs reposait sur une fiscalité verte qu'il n'a pas su faire passer. Et pour cause. La fiscalité écologique pose un redoutable problème d'équité. Pour détourner l'usager des énergies les plus polluantes, elle se doit de frapper fort et, ce faisant, pénalise les plus faibles et les moins mobiles. Elle aggrave la fracture entre les mondialisés qui prennent l'avion sans acquitter de surcoût écologique et les assignés à résidence qui n'ont d'autre moyen que de payer l'essence plus cher. Le site libération.fr décortique quant à lui la loi énergie et climat présentée le 30 avril au Conseil des ministres. Entre fermeture à court terme des centrales à charbon, révision de la part du nucléaire dans le mix énergétique et pérennisation du Haut Conseil pour le climat, des jalons sont posés sans toutefois satisfaire les ONG.
car des dérogations sont déjà envisagées pour maintenir l'activité de certaines centrales à charbon, que la réduction de la part du nucléaire a été retardée de 10 ans et que le Haut Conseil pour le climat n'a pas été doté de pouvoirs contraignants. C'est la grande hypocrisie. Oui, on va faire de l'énergie verte, mais on continue à faire du nucléaire. Oui, on va faire des voitures électriques, mais on continue à produire des voitures thermiques. On ne passe pas à un autre système, on crée juste de nouveaux marchés. C'est avec ces mots à lire et écouter sur franceinter.fr que l'auteur Jérémy Pichon envoie au placard la notion de croissance verte, prônée par le gouvernement et plus généralement par les politiques européennes. Mais alors que faire ? Il ne s'agit pas de culpabiliser, mais de responsabiliser. Si l'individu ne décide pas, dans son quotidien, de changer les choses et de se mobiliser, le changement n'arrivera pas. Les politiciens qu'on a aujourd'hui en Europe sont ceux que l'on mérite. Alors comme les élections européennes approchent, invitons les internautes à se pencher sur un article du site Oui Demain, paru le 30 avril, qui synthétise les différentes propositions des candidats français en matière d'écologie. Banque européenne du climat, Green New Deal, taxe kérosène, de quoi y voir plus clair et aider à se positionner. Finissons enfin avec une prescription culturelle à lire sur Télérama.fr qui invite à regarder le documentaire de Jean-Robert Viallet, L'homme a mangé la terre. En analysant les phases de l'industrialisation, le film se penche sur ces moments où l'humanité s'est engagée sur une voie décarbonée avant de faire demi-tour. À voir et à revoir sur arte.tv. Bon, moi j'ai plus qu'à renouveler mon ordonnance d'anxiolytique. Jérémy, je crois qu'il va falloir que je te parle des industries pharmaceutiques maintenant. Merci Jérémy Coralie. Un petit rebond, Jean-Marc Jancovici, sur ce que vous avez entendu de l'urgence climatique à tous ces projets fous, qui peuvent paraître fous. Alors, un truc qui nous ramène à ce qui a été dit juste avant, c'est qu'on parle d'urgence climatique. L'urgence climatique est causée par les émissions de gaz à effet de serre. Dans le domaine énergétique, les énergies qui sont en cause, c'est le charbon, le pétrole, gaz. J'ai entendu charbon, j'ai pas entendu pétrole, j'ai pas entendu gaz. Par contre, j'ai entendu nucléaire, qui est un truc en dehors du débat climatique, 2 fois. Voilà, donc c'est très symptomatique de ce que je disais tout à l'heure. On adore revenir c'est notre sujet préféré pour s'empailler, même s'il est en dehors du scope. Après, il faut bien voir aussi que nous sommes tous schizophrènes, donc on a beau jeu de reprocher au gouvernement de ne pas trancher nos contradictions à notre place, mais enfin, je connais plein de militants du climat qui adorent prendre l'avion pour aller aux 4 coins de la planète, les militants des ONG les premiers. Je connais plein de gens qui militent pour le climat et qui n'accepteraient pas l'idée de faire des sacrifices personnels qui sont ceux justement dont ils disent qu'il faut les faire chez les autres. Enfin bon, bref. Donc, et en démocratie, c'est le charme de ce régime politique. Vous n'avez pas de pouvoir qui tranche vos contradictions à votre place. Il ne sait pas faire ça. Ou il le fait mal. Donc, vous pouvez lui demander tout et son contraire. Du coup, ce qui se passera, c'est que ceux qui gueulent le plus fort sont entendus sur la préoccupation du moment, mais vous n'obtenez pas la cohérence. Voilà, c'est juste ça la petite remarque que j'ai envie de faire. Effectivement, on pointe du doigt un vrai problème, le problème de la pédagogie, le problème de la connaissance finalement et du partage de la connaissance. Oui, alors c'est un double problème qui est un problème de la pédagogie du sujet, c'est-à-dire de quoi on parle. Il y a un truc qui est un truisme, mais vous ne savez pas résoudre un problème que vous n'êtes pas capable d'expliciter. Bon, donc si vous n'êtes pas capable de poser le problème, la probabilité pour que vous le résolviez, à part, elle est aussi forte que de gagner à la roulette, quoi. Bon. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise, mais c'est à peu près tout ce que vous pouvez espérer. Donc ça, c'est un premier sujet. Ça demande du temps, parce que, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, les problèmes de ce monde, notre monde est technique. Donc les problèmes de ce monde sont des problèmes qui s'expriment rarement, rapidement. Il y avait un très bon papier, je ne sais pas si je dois l'appeler d'un de vos confrères, mais d'un homme remarquable qui s'appelle Sylvestre Huette, il n'y a pas longtemps, qui expliquait que le drame des démocraties modernes, c'est qu'aucun électeur ne possède dans sa cervelle la capacité à comprendre la totalité du monde qui l'entoure. Et pour autant, il veut pouvoir tout choisir. Et pourtant, il veut pouvoir avoir un avis sur tout. Donc, il y a 2 siècles ou 3 siècles, ce que disait très bien ce papier, c'est que tout honnête homme, comme on disait à l'époque, était capable d'approcher avec ses seuls sens la quasi-totalité des techniques de l'époque. On était capable d'approcher avec ses seuls sens à peu près ce que c'était qu'un poêle à bois, une forge ou un engrenage. Voilà, on était capable de comprendre ça. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne au monde qui est capable de comprendre le fonctionnement de la totalité des objets qui l'entourent. Pas une. Donc en fait, on est rentré dans un monde dans lequel, si vous ne faites pas confiance à des tiers pour gérer à votre place, vous vous en sortez pas.
Et au moment où arrivent les contraintes et du coup l'envie de ne plus faire confiance à tout le monde, parce que vous voyez bien qu'il y a un truc qui ne va pas, vous avez énormément de mal à savoir à qui vous pouvez faire confiance et à qui vous ne pouvez pas faire confiance. Et dans cette affaire-là, pour en revenir à la revue de presse, les médias aujourd'hui sont dépassés par la tâche qui devrait être la leur, qui serait celle d'apporter des éclaircissements et des clarifications. Et le plus souvent, ils n'apportent que de la confusion, mais c'est juste le reflet du fait qu'ils sont aussi perdus que les autres. Et vous dites même à l'intérieur de ce livre, Le changement climatique expliqué à ma fille, que les médias, finalement, passent beaucoup plus de temps à parler notamment de quelques alternatives type photovoltaïque et éolien, alors que ça représente peanuts dans la vraie transition. Ils se focalisent sur ce qu'ils croient comprendre, ouais. au lieu d'essayer d'arriver à quelque chose où ils font la pédagogie, encore une fois, du système dans son ensemble, du problème dans son ensemble. Et pour le dire autrement, ils parlent de ce qu'ils croient comprendre et non pas de ce qui est important. Sauf que les tiers de confiance, ils sont où maintenant ? C'est toute la question. Beaucoup ne savent pas où ils sont. Alors, beaucoup de gens considèrent que le tiers de confiance, il est proche de lui. C'est la raison pour laquelle, dans les périodes troublées, on a tendance à voir le repli sur soi. Alors, le repli sur soi peut prendre plusieurs formes. C'est le repli sur le local. Vous voyez qu'en ce moment, il n'y en a que pour le local. Alors, à divers échelons, hein, les élus locaux disent il n'y en a que pour nous. Les élus nationaux disent l'Europe, ça nous emmerde, etc. Donc, c'est... Et puis, il y en a également. Enfin, et l'autre forme de communautarisme aujourd'hui, qui a été permise justement par la technique, c'est les communautés qui se reforment sur les réseaux sociaux. Donc, en fait, vous vous assemblez avec des gens qui vous ressemblent parce que cela vous rassure, mais du coup, vous ne comprenez pas le reste du monde. Enfin, vous le comprenez plus difficilement. Les bulles de filtre, quoi, à force. Oui, exactement. Donc, c'est ça en gros. Mais ça ne vous avance pas beaucoup pour arriver à comprendre ce qui ne fait pas partie de votre univers familier. Après, du coup, oui, donc là, on parle des médias, on parle des communautés proches de nous. Alors, historiquement, il y a quand même eu des tiers de confiance. Normalement, l'éducation nationale... Les scientifiques, l'école. L'éducation nationale devrait jouer ce rôle, normalement. C'est de vous donner les bases avec des informations réfutées, émanant de tiers de confiance, qui vous permettent de vous y retrouver dans la vie. C'est ça, normalement, la base de l'enseignement. Le monde évolue trop vite, malheureusement, pour que l'enseignement puisse suivre. Ça, c'est un vrai sujet. Et puis, les enseignants forment les élèves, mais qui forme les enseignants quand le monde évolue? Bon, c'est un vrai sujet aussi. Vous avez des tiers de confiance éventuellement dans l'expertise, mais là, vous avez les meilleurs ennemis des experts, c'est le monde politique. Vous avez entendu un nombre incalculable de fois, le débat ne doit pas être confisqué par les experts. Quand vous entendez ça, c'est une façon de dire, ils n'ont pas voix au chapitre. S'ils commencent à s'exprimer, ça veut dire qu'ils vont confisquer le débat. Je suis désolé, moi, pour avoir un débat sur le traitement que j'ai envie de suivre, je préfère avoir affaire à un médecin qui sache de quoi il parle. Ouais. Bon. Donc l'expertise, je ne vois pas en quoi ça me prive de mon libre arbitre. Au contraire, ça m'aide à l'exprimer entre des choses qui sont... comment dire, ça m'aide à m'y retrouver dans un univers dans lequel j'ai supprimé tout ce qui était invraisemblable, et donc je vais gagner du temps et de l'efficacité. Ce n'est pas du tout me déposséder de mon libre arbitre. Sauf que, comme le politique n'a pas lui-même le temps de comprendre toute la technique, s'il s'en remet à l'expert, quelque part, il a l'impression qu'on le prive d'une partie de son pouvoir. C'est plus ça, à mon avis, qui l'emmerde que les médias ne jouent pas non plus bien ce rôle en France. Alors, ce n'est pas vrai dans tous les pays, mais en France, ils sont particulièrement désarmés face à la complexité technique. Et alors, j'ai une petite anecdote. Il se trouve que j'ai été amené plusieurs fois à faire des conférences dans des écoles de journalisme. Et à chaque fois, j'ai demandé aux responsables des études, qui étaient là, s'il y avait dans les formations des journalistes l'apprentissage de règles de processus pour s'y retrouver dans des domaines techniques auxquels on ne comprend rien. Parce qu'il y a des règles de processus. On peut donner des règles de processus, et si on les suit, on limite assez largement la quantité de conneries qu'on peut raconter. Ça n'est appris nulle part. Ouais. Voilà, c'est aussi quelque chose qui n'aide pas les médias à jouer leur rôle. Et du coup, vous avez des déviances, comme celle que vous venez d'évoquer à propos de Claire Nouvian. C'est-à-dire que comme on n'a pas le bagage technique pour discuter du fond, alors on s'attaque à la forme. On s'attaque à la forme, on simplifie. Exactement. Vous, on a tendance à vous mettre dans une case. Donc l'agressivité journalistique face à l'expert n'est rien d'autre que la preuve de son incompétence technique sur le fond. Donc, ok, on a besoin d'experts. L'expert est très vite brocardé ou mis dans des cases. Oui. Le politique a tendance forcément à simplifier parce que l'expert, aussi. Quand il est honnête, tous ne le sont pas, l'expert, quand il est honnête, il essaye de faire la part des choses entre ce qui relève du fait observable et ce qui relève de sa propre conviction. C'est vrai qu'ils ne le font pas tous. Normalement, en tout cas, vous êtes en droit de lui demander. C'est-à-dire, vous êtes en droit de lui demander si je vous dis que la Terre est ronde, ça relève d'un fait observable, réfutable, voilà, ou si ça relève de ma conviction. Vous avez le droit de me le demander. D'où je tiens l'information que je vous donne. Moi,
En vous lisant, je me dis qu'il y a aussi quelque chose d'assez fondamental. Il faudrait juste qu'on arrête déjà de confondre climat et météo, par exemple. Et ça, on ne l'apprend nulle part. Alors, on l'apprend nulle part parce que par ailleurs, nos sens nous induisent en confusion. Il faut quand même rappeler qu'on a beau être très intelligent, avoir fait des micros, des tables, des émissions de télévision passionnantes, on reste quand même des animaux. Et les animaux, ils pilotent leur vie en faisant confiance à leur sens. Et du reste, heureusement qu'historiquement, c'est ce qu'on a fait, parce que si on n'avait pas fait confiance à nos sens, on aurait tous été bouffés par les tigres à dents de sabre, pardon. Pas de sable, et joli lapsus, et on serait pas là. Donc, heureusement qu'on a fait confiance à nos sens, c'est ce qui nous permet de réagir à l'instant. Mais du coup, quand on a affaire à un problème qui n'est accessible que par l'abstraction, et le changement climatique, c'est le cas, parce que ça n'est accessible que par des moyennes. Une moyenne, c'est une abstraction. Une projection dans le futur. Une projection dans le futur, c'est une abstraction. Donc, ça n'est accessible que par des abstractions, et du coup, c'est inaccessible à nos sens si on ne fait pas un considérable effort sur soi pour essayer de comprendre ce que ça veut dire. C'est un domaine dans lequel on ne peut pas procéder par l'expérience, c'est-à-dire qu'on n'a pas de données d'observation sur 427 humanités qui auraient essayé un changement climatique plus ou moins important, etc. Comme ça, on se dit, bon, on se pilote par l'expérience. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement déroutant pour des animaux qui font confiance à leur sens et qui, par ailleurs, n'ont aucun précédent dans l'histoire qui permet justement par l'essence de voir ce que ça donne. Et la confusion météo et climat en est une conséquence. C'est-à-dire que quand on vous parle de quelques degrés de la variation de la moyenne, vous ne savez pas ce que c'est qu'une moyenne. Donc ce que vous savez, c'est quelques degrés de la variation de la température là où vous êtes, dans la journée. Voilà, ça vous comprenez. Puis comme vous comprenez que ce n'est pas grave, puisque vous êtes fait, entre guillemets, enfin, Darwin vous a sélectionné pour que vous sachiez assez bien résister à ça, parce que vous serez vivant à la fin de la journée, la température dehors a varié de quelques degrés. Et bien du coup, vous minimisez la gravité d'une variation de la moyenne, tout simplement parce que ce n'est pas accessible à vos sens de comprendre ce que c'est qu'une moyenne. Voilà pourquoi on persiste à parler climat et qu'on ne parle pas de mots qui parlent plus, comme pollution ou comme biodiversité. Là, on en parle en ce moment. En l'occurrence, vous avez la réponse implicite dans votre question est parfaitement fondée. Mon expérience dans mon domaine professionnel, qui est donc, si je fais plus que expliquer à un enfant de 7 ans, qui consiste à essayer de trouver toute action qui est à l'intersection de moins de carbone et quelque chose d'intéressant pour les gens à qui je parle. C'est ça mon domaine. Donc, quand je parle à une entreprise, j'essaye de trouver qu'est-ce qui peut être intéressant pour elle à l'intersection de ce qu'elle fait et moins de carbone. Ouais. Bon. C'est pas toujours facile, parce qu'il y a beaucoup d'activités qui ne survivent pas à moins de carbone, même l'essentiel. Mais c'est ça. Eh bien, je me suis rendu compte avec l'expérience que le climat, ce que vous savez faire au mieux, c'est qu'il soit un co-bénéfice de long terme d'une action qui est intéressante pour autre chose. Donc en fait, passer à l'action sur le plan de la baisse des émissions de gaz à effet de serre, c'est vous forcer à trouver tous les trucs qui sont intéressants à court terme pour l'intérêt égoïste de quelqu'un et qui par ailleurs ont comme bénéfice de faire baisser les émissions. Oui, c'est vraiment trouver les leviers pour soi-même. Mais c'est comme ça. Mais je ne connais personne qui ait fait aujourd'hui quelque chose de considérablement contraignant pour le bénéfice du climat avec que des inconvénients à court terme. Je ne connais personne. Ouais. D'où l'intérêt d'expliciter plus, d'où l'intérêt de parler plus du vivant, de la biodiversité. Alors, d'où l'intérêt surtout de comprendre à chaque fois que vous avez affaire à quelqu'un qui est en face de vous et qui a une activité qui est ce qu'elle est, où est-ce que vous pouvez trouver un bénéfice de court terme lié au fait qu'il s'occupe correctement du climat. Tout à l'heure, on a parlé des gilets jaunes. Je vais prendre un exemple. Si les gilets jaunes, vous êtes capable en même temps de leur dire « je vais vous donner un moyen de vous déplacer qui vous coûte un peu moins cher, voire beaucoup moins cher que la voiture individuelle, je vais vous le proposer. Dans le même temps, je vais rendre un peu plus cher la voiture individuelle, mais je vous aurais déjà proposé une alternative. À ce moment, vous pouvez espérer une bascule, et l'un des bénéfices de court terme de la bascule, c'est que vous économisez de l'argent. Alors pour prendre un truc encore plus précis, 1 kilomètre en voiture, ça vous coûte un peu plus de 20 centimes. Si vous mettez l'amortissement de la voiture, l'entretien, l'assurance, le carburant, etc., lequel carburant ne fait que 15%, soit dit en passant. Si vous faites un passager kilomètre en bus, c'est 7 centimes. Donc toute personne qui dit « j'ai plus de voiture et je vais au travail en bus », indépendamment du fait qu'il a d'autres problèmes à régler éventuellement, savoir comment il fait ses courses, comment il part en week-end, s'il a les moyens d'y partir, etc. Qu'il y ait plus de bus, tout ça. Il gagne de l'argent à faire ça. Quelqu'un qui covoiture,
s'il arrive à trouver un covoitureur, parce qu'il faut partir à la même heure pour aller au même endroit et arriver à la même heure, c'est pas si simple que ça, eh bien, c'est pareil, on partage à deux un coût, alors qu'avant, on l'assumait tout seul. Donc, il y a un gain financier à l'arrivée. Là, votre bénéfice de court terme, ce n'est pas le climat, c'est le gain financier. Donc, vous habillez d'un bénéfice de long terme quelque chose qui a une motivation de court terme. Donc, quel que soit le sujet auquel vous vous attaquez, si vous ne trouvez pas un bénéfice de court terme, vous allez nulle part. Et l'erreur qu'a fait le gouvernement avec la façon dont il pensait que la taxe carbone, dont je suis par ailleurs un fervent défenseur, allait régler le problème, Madame Lagarde a encore dit la semaine dernière, c'est le moyen le plus efficace qu'on ait d'agir. Non, c'est un outil d'une panoplie à partir du moment où les gens ont une alternative. S'ils n'ont pas d'alternative, ils font ce qui se passe avec les gilets jaunes. Et ça, ce mécanisme, il est humain, évidemment, mais il fonctionne à l'échelle des États, à l'échelle d'un continent. Tout le monde, quand vous êtes cornérisé, vous êtes agressif. Hein. Ouais. Du coup, le GIEC, ils auront beau continuer d'émettre des rapports et de faire des COP tous les ans. Le GIEC n'est pas prescriptif sur les solutions. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Le GIEC représente déjà un tour de force dans le monde scientifique. Ouais. C'est d'avoir fait un guichet unique d'accès à l'information qui transcende les disciplines prises une par une. C'est-à-dire qu'en fait, des climatologues, ça n'existe pas, ça n'a jamais existé. Dans le domaine du climat, vous avez des dizaines de spécialités qui concourent à comprendre ce qui se passe. Jean Jouzel, il a démarré sa carrière professionnelle en faisant des analyses isotopiques dans les grêlons de glace. Bon. Ça ne fait pas de lui un vulcanologue, ça ne fait pas de lui un astronome, ça ne fait pas de lui un océanographe, et ça ne fait pas de lui un spécialiste, un biogéochimiste spécialiste du cycle du carbone. Alors, toutes les spécialités que je viens d'évoquer, et encore plein d'autres, sont nécessaires pour comprendre ce qui se passe dans le système climatique et proposer une vue de son évolution possible si les hommes commencent à agir. Donc le GIEC est un tour de force qui consiste à avoir mis dans une même barque des dizaines de spécialités différentes et leur avoir posé presque la question du début, c'est raconter à un enfant de 7 ans, alors en l'occurrence il faut plutôt lui rajouter un 0, mais expliquer à un grand enfant de 30 ans, fasciné par les gadgets techno, donc vraiment un grand enfant, de quoi il retourne quand on s'occupe du changement, enfin quand on parle du changement climatique. Ouais. Et j'insiste, dans le monde scientifique qui est fait d'une juxtaposition de spécialités très pointues qui ne se parlent pas, eh bien, c'est ça, en tant que tel, c'est déjà un tour de force. Après, le GIEC, au moment où il a été créé, il était éminemment écrit qu'il ne devait pas être prescriptif. Donc le GIEC ne devait pas dire « vous allez faire ceci, puis vous allez faire cela ». Et soit dit en passant, je ne vois pas comment on peut être prescriptif dans ce domaine. Parce qu'au fond, le débat qui est posé par le changement climatique, c'est un débat fondamental qui est « est-ce que je me mets au régime pour durer ou est-ce que j'ai aucune envie de me mettre au régime et advienne que pourra ». C'est ça la question qui est posée. Et vous n'avez pas de réponse scientifique à cette question. Vous avez une réponse éthique, vous avez une réponse morale, vous avez une réponse affective éventuellement, mais vous n'avez absolument aucune réponse scientifique à cette question. Donc si la communauté des hommes dit « on a envie de durer », à ce moment, il faut accepter la contrepartie qui est qu'on va devoir se mettre au régime, puis pas qu'un peu. Si on dit le régime un autre jour, à ce moment, ça ne durera pas. Et ça a déjà commencé par petites touches à ne pas durer. C'est juste ça la question posée. Et les scientifiques n'ont pas à notre place, de même que votre médecin vous dit fumer c'est pas bon pour la santé, c'est pas lui qui va se mettre à arrêter de fumer à votre place. Et la contrainte vient par la pression, donc là en l'occurrence par la pression des peuples, par la pression entre pays. La pression des peuples en démocratie n'est rien d'autre qu'une préférence qu'on exprime. C'est-à-dire, ce qui est important pour les gens comme moi, c'est que les peuples comprennent les termes du choix. D'accord ? Donc, c'est que les gens comprennent. Ne pas agir, voilà ce que ça suppose, ou ce que ça implique. Agir, voilà ce que ça implique. Et puis, comme disait l'autre, après, choisis ton camp, camarade. Moi, ce que j'essaye d'expliquer, c'est que, en fait, ne pas agir, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que d'une manière ou d'une autre, il y aura un effort à faire. Donc, ou bien je fais l'effort en l'organisant, ou bien je ne fais pas l'effort en l'organisant, et à ce moment, j'aurai un effort subi. Pas parce qu'on deviendra vertueux plus tard, parce que le pétrole est épuisable, que le charbon est épuisable, que le gaz est épuisable, et que le truc le plus épuisable de tous là-dedans, c'est la stabilité des sociétés humaines. Donc quand le truc commencera à être attaqué de toutes parts, ça se terminera en boucherie. Bon, donc tellement sympathique comme perspective. Donc l'idée qu'on va ad vitam aeternam passer à travers les mailles du filet, c'est une idée que je combats, parce que je pense que malheureusement, c'est pas possible. Après, les termes de l'effort, il faut les faire comprendre. Et ce que j'essaye d'expliquer aussi, pour ne pas avoir peur des mots, c'est que de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre à la vitesse à laquelle il faudrait le faire pour qu'on ait les fameux 2 degrés qui ne soient pas dépassés, c'est une économie de guerre. C'est pas juste on va faire 3 rapports développement durable, installer une ruche sur le toit et faire 3 sommets où on explique Make the planet great again. On n'est pas du tout dans ces ordres de grandeur-là. Il faut le faire comprendre.
il faut que les gens comprennent ce que ça veut dire. Alors, je ne souhaite pas la guerre. Quand je dis économie de guerre, ça veut dire qu'on rentre dans des systèmes dans lesquels une part de notre liberté d'aujourd'hui n'existe plus. Ça, on va y venir. C'est ça que ça veut dire. Ouais. Et ce qu'on gagne, donc cette part disparaît, mais ce qu'on gagne, c'est de préserver d'autres choses qui, sinon, disparaîtront aussi. Et on en revient à l'idée toujours de pédagogie, de faire prendre conscience. Exactement. Et c'est un arbitrage. C'est vraiment un arbitrage. Il n'y a pas d'autre manière de présenter le sujet. On va faire une petite pause avec Margot qui va venir nous rejoindre en plateau. C'est la pause hors d'œuvre. Margot Berrettoni, Jean-Marc Jancovici. Bonsoir. Margot est la responsable éditoriale du Cube et régulièrement, elle vient nous livrer un hors-d'œuvre culturel. Margot, c'est à toi. Alors, en me penchant sur votre parcours, j'ai vu que vous aviez collaboré avec l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, pour la mise au point du bilan carbone. Alors, le bilan carbone, je le rappelle, sert à comptabiliser et à mesurer les émissions de gaz à effet de serre dues à la consommation en énergie d'un groupe ou d'un individu. C'est un outil qui répond d'une certaine manière aux besoins des hommes de visualiser concrètement leur impact écologique pour entreprendre une quelconque mobilisation. Et étant donné que la pollution atmosphérique relève souvent du champ de l'invisible, et étant donné que les catastrophes écologiques font partie majoritairement du registre du prévisible, je me suis demandé si des artistes avaient imaginé un système de représentation de notre consommation en énergie, de ses excès et de ses conséquences sur l'environnement. Et j'ai trouvé un collectif d'artistes qui s'appelle EE, composé de Helen Evans et de Eiko Hansen, dont le travail consiste justement à représenter les effets de la pollution et nos modes de consommation en énergie. Donc, ce duo d'artistes travaille en particulier sur des installations et des performances dans lesquelles ils mettent en scène des machines qui sont conçues pour répondre à nos besoins en énergie. Donc, ça va des plateformes pétrolières aux centrales électriques, nucléaires, les voitures, mais aussi tous les appareils électriques du quotidien qui contribuent aussi à la pollution atmosphérique. Et leur parti pris artistique, c'est de rendre visible et d'esthétiser la pollution atmosphérique et les émissions de CO2. Et donc, je vous ai sélectionné 3 exemples pour illustrer mon propos. Et on les voit, oui. Donc, la première œuvre s'appelle Prise en charge. Donc, elle montre une prise électrique diffusant de la fumée. Donc, elle fait partie d'une série d'œuvres consacrées aux catastrophes domestiques et questionne la pollution générée par la production des objets que nous utilisons quotidiennement. Donc voilà, ce deuxième exemple est plus évident, c'est la pollution liée aux voitures. Donc ici, on voit une Porsche Cayenne dont le pot d'échappement ne libère pas du CO2 mais des plumes roses. Et enfin, le dernier exemple, c'est le projet Nuage Vert, donc qui s'intéresse aux pollutions industrielles. Et ici, les artistes ont projeté un rayon laser vert qui entoure le nuage de fumée émis par une centrale électrique et qui change de taille en fonction de la consommation en énergie des habitants. Donc pourquoi leur démarche est intéressante ? Parce qu'à travers leurs œuvres, il y a une volonté de lutter contre 2 cécités. La première cécité, c'est l'impossibilité de voir ce qui est invisible, donc le CO2, la diffusion de particules polluantes, la mauvaise qualité de l'air, par exemple. Et la deuxième cécité, c'est notre aveuglement volontaire, la politique de l'autruche, lorsque nous savons, mais que nous ne voulons pas voir. Et ce que j'aime dans leur projet, c'est cette volonté de nous interpeller, de nous forcer à regarder et à changer notre perception sur un paysage que nous avons intégré à force d'habitude et qui ne nous choque plus. Et cela m'a rappelé les paroles d'Anne Rumin qu'on avait invitée ici pour une conférence sur la collapsologie et qui disait « Nous nous focalisons aujourd'hui dans le seul quotidien et nous perdons notre capacité à nous étonner ». Or, en matérialisant et en représentant les problèmes environnementaux, ce duo d'artistes nous pousse justement à retrouver d'une certaine manière la vue et à réfléchir à nos modes de consommation.
Jean-Marc Jancovici, un mot, peut-être un rebond sur cette cécité notamment dont parlait Margot. Je vais dire quelque chose d'un peu plus large. En fait, les grands projets humains sont toujours des projets dans lesquels on exécute rationnellement quelque chose qui, à l'origine, n'est qu'affectif, entre guillemets. C'est un désir. Est-ce qu'il y a une rationalité dans le fait de vouloir faire un tel métier plutôt que tel autre, dans le fait de vouloir habiter à tel endroit plutôt que tel autre? Alors oui, il y a des éléments de rationalité, mais fondamentalement, il y a aussi des désirs qui... Bon. L'art, ça parle normalement aux émotions. Je pense que c'est important, à partir du moment où on pense que c'est un sujet qui doit entraîner des gens, de ne pas parler qu'avec la raison, parce que malheureusement, ou heureusement, j'en sais rien après tout, ça ne suffit pas ou ça ne marche pas. Alors, est-ce que l'art est la meilleure manière de parler? Je ne sais pas. Pendant longtemps, j'ai eu 2 ou 3 envies, alors qui ne touchaient pas tant à l'art statique, j'ai envie de dire, mais au cinéma. J'ai eu très envie, il y a une dizaine d'années, d'essayer de pousser. C'était après un film qui s'appelait Le jour d'après. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et j'avais eu l'idée de faire un concept film. Le concept film aurait été de faire un film avec tous les canons de beauté habituels pour un film, donc le bon, le méchant, l'histoire d'amour, le traître, enfin tout ce que vous voulez, et dans laquelle la partie scientifique concernant le changement climatique aurait été totalement irréprochable, ce qui n'était pas du tout le cas dans Le jour d'après. Il y avait des tas de trucs qui étaient totalement invraisemblables sur le plan physique. Et je me suis dit, si on fait ça, ça veut dire qu'il y a une caisse de résonance médiatique absolument considérable, qui est que tout physicien à qui on demande son avis dit oui, ça c'est possible. Voilà, donc alors, c'est pas mon métier d'écrire des scénarios. J'ai essayé d'avancer 3 pions dans une direction en me disant si jamais ça mord, tant mieux, puis si ça mord pas, tant pis, c'est pas grave, je ferai mon métier. Mais je suis resté avec l'idée que ça fait partie des choses qui auraient pu être utiles, parce que je vais prendre un autre domaine. Dans le domaine de l'informatique, par exemple, il y a un film qui a fait énormément sur le débat sur est-ce qu'on est en train de faire des trucs intelligents ou est-ce qu'on est en train de se fourrer dans la nasse, c'est Terminator. Qui a été c'est un film message quelque part. Bon. Tout le monde s'en souvient. Enfin, je veux dire, voilà, le fait qu'on puisse construire nous-mêmes quelque chose qui va nous asservir, ça a été, c'est un débat qui a été nourri, notamment, pas que, mais nourri par ce film. Donc voilà, donc j'avais l'idée d'aller un peu dans la même voie sur le. J'ai commencé à avoir des bribes de scénario. Donc je pense que c'est important, effectivement, oui, de faire exister ce sujet-là dans le monde artistique. Alors, ce qui a été montré là, c'est plus loin de ma zone de confort, donc je n'ai pas vraiment d'avis. Par contre, dans le cinéma et la bande dessinée, j'étais intimement persuadé que c'est quelque chose, et je reste persuadé que c'est quelque chose qui serait utile. Et du coup, est-ce que vous diriez qu'un film comme Le jour d'après, ou plein d'autres films qui parlent de catastrophes naturelles, mais pas forcément ancrés dans un réel? Alors celui-là était contre-productif parce qu'il a fait l'effet exactement inverse. C'est-à-dire, vous le voyez, et on lui dit est-ce que ça peut ressembler à ce qui peut se passer, et vous êtes capable de dire non parce que ça et ça. À un moment, il y a un hélicoptère qui est frigorifié parce qu'il y a de l'air qui descend de la haute atmosphère. Bon, c'est pas possible. Il se trouve que quand vous comprimez l'air, il se réchauffe. Tous les gens qui ont actionné une pompe à vélo le savent. Donc l'air qui, quand il se comprime, se refroidit, c'est contraire aux lois de la physique. Donc vous êtes déjà capable de dire ça, c'est impossible. Mais ces films, du coup, deviennent contre-productifs et du coup, tous les gens vous disent, c'est un film, donc ça, c'est pas possible. Donc les gens disent, ah bon, ce truc-là est pas possible, mais on m'a présenté ça comme une catastrophe climatique possible. Alors du coup, où est la vérité? Bon, donc en fait, une fois qu'on est passé par alors il y a un deuxième truc qui est le Gulf Stream s'arrêter en une semaine, c'est juste pas possible. Le troisième truc qui est pas possible dans le film, c'est si vous arrêtez le Gulf Stream, ça vous englace totalement l'hémisphère nord, c'est juste pas possible non plus. Voilà, donc vous avez plein de trucs là-dedans qui sont totalement invraisemblables sur le plan physique. Hein. Donc de ce fait, ce film, à un moment, il devient un peu contre-productif, c'est-à-dire qu'il enferme la représentation artistique de la chose dans une invraisemblance. Et Margot a parlé de cette cécité, de cet aveuglement volontaire. Vous dites très bien à l'intérieur du livre, le changement climatique, expliquez ma fille. Vous parlez justement de cette espèce de solutionnisme techno. Il y aura toujours, mais oui, mais on y arrivera. Parce qu'à la fin, ça va toujours. Jusqu'où ça va aller, ça? Ça s'est déjà arrêté. En fait, ça s'est arrêté une première fois à petite vitesse au moment des chocs pétroliers. 74, 79.
Ça s'arrête une deuxième fois de manière plus brutale depuis 10 ans, on va dire. C'est-à-dire que nous sommes depuis maintenant une dizaine d'années en perte de contrôle accélérée sur ce qui se passe dans le monde et la technologie ne peut rien pour nous. D'abord, on a un premier sujet qui est qu'on est 7,5 milliards sur une planète qui n'a peut-être pas été faite pour ça. Pas sûr qu'il y ait comment dire, une échappatoire technologique commode. Nous sommes ensuite dans un monde qui dépend d'un certain nombre de ressources et ce qu'on a l'habitude de qualifier comme étant des technologies accélèrent plutôt la consommation de ressources plutôt que ça ne la diminue. Il se trouve qu'au Shift Project, on a fait un gros travail sur le numérique qui a commencé il y a 1 an et demi. Le numérique a la particularité d'être particulièrement consommateur de ressources par dollar de valeur ajoutée et particulièrement émetteur de CO2 par dollar de valeur ajoutée. En fait, la numérisation, je vais le dire autrement et en raccourci, c'est une catastrophe supplémentaire pour la pression environnementale et pas du tout quelque chose qui permet de partir dans le bon sens. Donc, en fait, là, il faut renverser l'équation. L'équation, c'est vous donnez une contrainte absolue sur le problème que vous voulez régler, et à ce moment, ça vous dites c'est pas franchissable, c'est la règle que je me fixe, et à ce moment, vous tirez le meilleur parti de ce qui vous reste. C'est ce qui s'appelle de l'optimisation sous contrainte dans le monde des ingénieurs. Or, là, avec les nouvelles technologies, on ne fait pas du tout de l'optimisation sous contrainte, on fait de l'optimisation sans contrainte, ce qui est tout à fait différent. Un autre truc que ne réglera pas la technologie, c'est la question du travail. Du reste, on l'a un peu brocardé à l'époque de la dernière présidentielle, mais l'idée de la taxation des robots de Valls répond à quelque chose qui est un vrai sujet, qui est à partir du moment où vous avez des limites sur les ressources et sur l'énergie qui vous limitent l'activité globale, qui sont un facteur limitant de l'activité économique dans son ensemble, l'activité humaine dans son ensemble, c'est assez facile de comprendre que plus un homme est productif, plus un travailleur est productif, et moins il y a de la place pour beaucoup de travailleurs. Donc dans un monde qui est sous contrainte de ressources, malheureusement, la clé de l'accès à l'emploi, ce n'est pas d'augmenter la productivité du travail, c'est de la baisser. Ce qui évidemment baisse aussi les rémunérations, il n'y a pas de mystère. C'est pas du tout aujourd'hui ce que vous... Donc on continue à penser finalement que l'échappatoire par la technologie et l'échappatoire par la productivité vont régler nos problèmes. Moi, je crois l'exact inverse. Alors, il y a une expression très en vogue en ce moment qui s'appelle low-tech. J'aime pas tellement cette expression parce qu'en fait, c'est une high intelligence tech. C'est-à-dire que justement, c'est un exercice qui est très contraignant pour l'esprit parce que vous ne résolvez pas les problèmes en vous aidant d'une consommation de ressources accrues. Ça, j'ai envie de dire, c'est la façon facile de résoudre les problèmes. Vous êtes obligé de tirer le meilleur parti d'un truc qui est globalement insuffisant. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus challengeant sur le plan à la fois intellectuel et moral, parce que comment est-ce que vous répartissez la pénurie? C'est beaucoup plus difficile de répartir la pénurie que de répartir le râpe de sucette. Hein. Comme le disait, je ne sais plus trop quel chef d'entreprise, en période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager, et c'est pas complètement faux. Bon. Distribuer du râpe de sucette, à peu près tout le monde sait faire ça. Gérer la contrainte croissante, compliqué. Hein. Il y a peu de gens qui savent bien faire ça. Donc, donc ce qu'on a coutume d'appeler les low-tech, en fait, c'est haute contrainte, haute intelligence, et tirer le meilleur parti de ce qui nous reste. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Et nous, en France, visiblement, on a plutôt nos chances, puisque vous dites que la France est un pays où on est plutôt brillant quand on devrait avoir nos doit chances. Innover sous contrainte. Oui, alors on devrait avoir nos chances si c'est ça la voie qu'on nous indique. Enfin, pour le moment, mais pour ça, il faut nous l'indiquer. Pour le moment, notre président, il va au Consumer Electronics Show et il chose des lunettes 3D virtuelles, je ne sais pas quoi, donc ce n'est pas vraiment la voie qu'il nous indique. Hein. Mais oui, si on nous indiquait cette voie, je pense qu'on serait plutôt bon, parce qu'on a un système éducatif en France qui fait de très bons ingénieurs en maltraitant tous les autres. Alors c'est un sujet qu'on maltraite tous les autres, je ne suis pas favorable. Mais en attendant, on fait des gens, et je redis, qu'est-ce que c'est que le métier d'un ingénieur? C'est de tirer le meilleur parti d'un truc contraint. Son métier, c'est ça, c'est de faire de l'optimisation sous contrainte. Et globalement, la France est plutôt bonne à ce jeu-là. Les ingénieurs français, on nous les a piqués un peu partout dans le monde pour faire les succès des autres, y compris les succès pour partie des GAFA et notamment, ouais. Le Chief Technology Officer de Apple a longtemps été un Français. Enfin bon. Ouais. Donc je pense qu'on serait bon à ce jeu-là si on se disait c'est avec cette règle-là qu'on va jouer. Bon. Pour le moment, on a une classe politique qui n'a pas envie de nous emmener dans ce sens-là. Alors, peut-être qu'on est trop peu nombreux à dire comme moi, ça serait intéressant de faire ça
pour que la pression globale qui remonte à ce qu'on a coutume d'appeler des gouvernants, mais qui sont en fait des arbitreurs, fasse qu'ils arbitrent dans la bonne direction. Peut-être que l'information commence à exister de manière suffisante, mais ils sont particulièrement obtus. Peut-être, j'en sais rien. Enfin, bon, peut-être qu'on a juste la faute à pas de chance, parce qu'on ne change pas de président toutes les semaines, mais tous les 5 ans. Au lieu si de faire celui-là un grand comprend plan, pas, un grand plan sur l'IA devrait être le grand un plan petit sur peu l'IA, oublié, faire un grand on s'en plan fout du sur grand plan sur l'IA. Il faut faire le grand plan sur le climat. Ouais. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que cette contrainte existe vraiment, alors que l'IA c'est quand même du gadget. Je veux dire, faire des robots qui montent les étages pour vous servir votre boisson parce que vous n'avez pas envie d'embaucher un garçon d'hôtel, enfin je veux dire, si on a que ça à foutre dans la vie, c'est quand même dommage, quoi. De même que faire un robot qui gare votre voiture au parking quand vous allez prendre l'avion, je vous assure que dans 20 ans, ça ne sera pas votre premier problème, hein. Donc, cramer les ressources d'intelligence qu'on a sur des trucs qui sont juste s'amuser avec des gadgets, dans des univers de gens qui sont déjà des gens qui sont du bon côté de la barrière, parce que les gens qui prennent l'avion et qui ont un problème pour retrouver leur voiture une semaine après, c'est pas les plus pauvres. Bon. Me semble être une très mauvaise allocation du jus de cerveau qui est encore à notre disposition alors qu'on est dans une course contre la montre. Parce qu'on aurait 3 000 ans devant nous, on s'en foutrait. Les gens comme ici nous emmerdent. Oui. D'abord, on va faire les robots. Ensuite, on se dira, bon, ça nous fatigue et on n'a plus envie, c'est pas drôle, etc. On va plutôt faire autre chose et on aura encore tout le temps devant nous. Mais là, on est dans une course contre la montre. Donc, on n'a pas le temps. On va se retrouver juste après une séquence. Alors, une séquence en trois rounds. Le premier round, c'est la minute bouclée et chronique tant attendue. Le deuxième round, c'est Charlie qui vient ici avec son invité Cédric Carl, mais je ne vous en dis pas plus. Pour la séquence, c'est maintenant. Enfin, c'est après. Et après, il y aura le troisième round. Je vais essayer de m'y retrouver. Le troisième round, ce sera la chronique de la tortue. Et puis après, on reviendra avec vous, Jean-Marc Jancovici. Ok, je viens de lire un truc qui me redonne foi en l'humanité. Et je vous en parle tout de suite. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle minute bouclée et encore plus aujourd'hui parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. La taxe rose est enfin supprimée ? Non. Ah non, je sais, le glyphosate va être interdit dans notre pays plus tôt que prévu. Non, non plus. Bah non, je sais pas alors. Bon ok, je vous fais pas plus patienter. J'ai lu dans un article récemment que selon un rapport que réalise chaque année le site de revente de vêtements ThredUp, le marché de la seconde main devrait dépasser celui de la fast fashion en 2028. Et toc, prends ça dans les dents Primark. Quand on sait ce que l'industrie du textile engendre comme problème, aussi bien environnementaux, sociaux ou sociétaux, bah ça fait quand même plaisir à lire. Quelques chiffres pour se rappeler ce qu'il en est actuellement. L'industrie du textile, c'est la deuxième industrie la plus polluante du monde. 68% des ouvriers sont des femmes et des enfants. 1100 personnes sont décédées lors de l'effondrement du Rana Plaza, un bâtiment de Dhaka au Bangladesh qui abritait des sous-traitants de marques occidentales. Voilà pour le tableau pas très glorieux. Du coup, que nous dit le rapport, qui me fait croire que nous sommes à l'aube d'un changement positif ? Eh bien, le marché de la seconde main atteint aujourd'hui 25 milliards de dollars, avec une prospective de doubler la mise d'ici 5 ans. Selon une étude, 64% des femmes achèteraient en seconde main ou seraient motivées à le faire. Supply chain, data, automatisation des stocks, applications de vente et d'achat de seconde main qui foisonnent et qui ne désemplissent pas en termes de visiteurs. Bref, de l'armoire que l'on trie aux nouveaux propriétaires, le flux de marchandises est facilité aujourd'hui par les innovations technologiques. Dans 10 ans, quand le marché de la fast fashion avoisinera les 44 milliards de dollars, celui de la friperie dépassera, selon les perspectives, les 60 milliards de dollars. Enfin, le rapport nous indique que si tout le monde achète ne serait-ce qu'un objet d'occasion au lieu d'un neuf, là, cette année, en 2019, eh bien, on pourrait économiser 2,5 millions de tonnes d'émissions de CO2, qui équivaut à 500 000 voitures qui prennent la route pendant un an, 11 milliards de kilowattheures, qui équivaut à l'éclairage de la Tour Eiffel pendant 141 ans, 94 milliards de litres d'eau avec lesquels on pourrait remplir plus de 1000 fontaines Bellagio, ou encore plus de 203 000 tonnes de déchets. Du côté des consommateurs, eh bien, la prise de conscience autour des enjeux éthiques de la production de vêtements fait son chemin depuis des années. Je vous avais parlé d'ailleurs il y a quelques temps dans une précédente vidéo que la consommation de textiles en France avait récemment baissé. Comme quoi ça se vérifie et du coup c'est trop cool. À titre personnel, je me balade dans les friperies plusieurs fois par mois dans lesquelles je trouve souvent des perles et des raretés
encore en état. Limite, avant d'aller m'acheter un nouveau manteau pour l'hiver, un nouveau pull ou des bottes, je vais dans les friperies qui regorgent souvent de trésors originaux, de qualité et qui diffèrent avec la mode mainstream du moment. Se démarquer de façon éthique et responsable, je crois que c'est mon credo quoi. Par exemple, avec ce petit chemisier Valentino que je porte, il doit bien dater des années 80-90. Je l'ai trouvé dans une petite boutique de dépôt-vente à Madrid et je l'aime d'amour. Donc je vous invite vous aussi à aller chiner dans les friperies. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. À bientôt, salut! Et merci. Et je rappelle juste que la Grande Bouclée parle de Madrid dans sa chronique, mais la Grande Bouclée vit à Madrid. Donc, tout est normal. Tout est normal sur l'affaire. Charlie, bonsoir. C'est la séquence et maintenant, c'est ta séquence. Présente-nous ton invité. Bonsoir. Alors, existe-t-il des innovations dans le domaine de l'énergie que nous aurions oubliées? Peut-on apprendre et transmettre sur la question de l'énergie? Peut-on s'amuser avec les énergies renouvelables? On va tenter de répondre à toutes ces questions avec notre invité ce soir, donc Cédric Carle. Bonsoir Cédric. Bonsoir. Bonsoir Cédric, vous êtes directeur de l'Atelier 21. Si on fait un petit retour flashback dans le passé, vous vous destiniez à des études d'ingénieur, vous êtes orienté vers le design et vous avez eu un intérêt assez rapide pour l'énergie. Pourquoi ? Parce qu'en tant que designer, en fait, en étant intéressé par ces questions d'éco-conception et d'impact de nos modes de vie, donc à la fin des années 90, je me suis aperçu qu'effectivement, on avait la moitié de nos impacts annuels étaient des impacts liés à notre consommation. Donc, c'est pas seulement le pétrole qu'on met dans l'avion, dans la voiture, le gaz pour chauffer la maison et l'électricité pour utiliser nos appareils électriques. Ça, c'est la moitié de nos impacts climatiques. L'autre moitié, c'est l'eau qu'il y a dans ce verre, le livre ici qui a été fabriqué en France, les appareils qu'on consomme et qu'on remplace un peu trop souvent, les vêtements, etc. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'énergie liée à la consommation, c'est l'énergie grise. Alors, c'est un truc qui n'est pas très popularisé et pas très vulgarisé, mais c'est un de nos chevals de bataille. C'est-à-dire que vous êtes obligé de considérer dans vos calculs, si vous dites ça c'est une solution pour demain pour économiser le climat, vous ne pouvez pas mettre sur le marché des voitures qui seraient économes en énergie si pour les construire, vous utilisiez des années et des années de pétrole. Donc voilà, c'est l'énergie grise et ça rentre dans les calculs pour faire des choix de technologie, pour faire des choix de consommation et pour faire des choix industriels aussi. Alors, vous êtes directeur de l'Atelier 21. L'Atelier 21, si j'ai bien compris, c'est une sorte de boîte à outils sur cette question en fait, de l'énergie, dans laquelle il y a, comme toute boîte à outils, beaucoup d'outils. Il y a Paléo énergétique, il y a le Solar Sound System, il y a Radio 3S, il y a le Juicy Energy Bar, il y a un lieu, Station E, il y a le projet aussi Regenbox. Alors, on va peut-être pas pouvoir tous les citer là. Peut-être qu'on peut commencer par un projet, c'est Paléo énergétique. Alors, c'était un projet de recherche, je crois, participatif dans le domaine de l'énergie. C'était une façon, je crois, de redécouvrir des inventions du passé qui ont peut-être été mises de côté et qu'il est peut-être utile de redécouvrir. En ayant travaillé entre la France et la Suisse avec des gens qui essayent d'innover dans les domaines énergétiques, en tant que designer, donc on a travaillé souvent avec des ingénieurs, des sociologues, des physiciens, etc. Et on s'était aperçu qu'il nous manquait en fait une ressource qui était extrêmement dissipée dans plein de canaux, les archives, l'Internet, les vieux magazines. En fait, il y a beaucoup de choses en fait qui ont été inventées lors des différentes crises que le XXe siècle a vécu, les crises du pétrole, les guerres, etc., dans lesquelles en fait on était tout simplement en pénurie en fait de matériaux et de ressources. Et dans ces périodes-là, en fait, il y a une innovation qui est galopante. On va utiliser d'autres ressources, on va utiliser l'énergie solaire, on va
On va créer des... ici, je vous ai ramené une archive originale d'un journal qui s'appelle Le Monde Illustré, que beaucoup de gens connaissent. Et en fait, c'est une imprimante solaire. Donc, c'est un concentrateur solaire qui a été mis au point par Monsieur Mouchot, qui est à l'époque un enseignant en mathématiques, qui à l'époque dit le charbon n'existe pas en quantité limitée, il faut l'économiser. Je pense qu'il se rend compte aussi de l'impact du charbon dans les villes à l'époque, au niveau de la santé. Et il dit, voilà, il faut utiliser l'énergie solaire. Et donc, il va créer des concentrateurs solaires, donc à l'époque, qui vont, eux, marcher avec la vapeur. Et il va faire tourner des machines industrielles. Quelques années après, ça inspirera notamment une invention d'un Américain qui fera une installation pour pomper l'eau du Nil. Mais voilà, en fait, voilà, Mouchot est un grand inventeur de son époque. Et des comme ça, il y en a plein, le livre. Mais à la base, c'est un site internet. Alors voilà, puisque l'idée, c'est de mettre cette ressource à disposition des makers, des gens qui font la transition énergétique, des jeunes de maintenant et des ingénieurs, pour comprendre et prendre de la hauteur un peu sur qu'est-ce qu'une innovation aujourd'hui, comprendre pourquoi des choses ont fonctionné et pas, parce que c'est aussi ça qu'on recherche avec le projet paléo-énergétique, c'est comprendre pourquoi à un moment donné ça fonctionne et à un autre moment donné ça ne fonctionne pas. Et selon nous, voilà, le prix aussi du baril de pétrole a fait le yo-yo et a rendu un coup les énergies renouvelables rentables, un coup pas du tout. Et puis, on n'avait pas cette urgence climatique en fait, qui est aujourd'hui. Donc, voilà, quand vous inventiez une imprimante qui marche à l'énergie solaire en 1880, on disait c'est bien gentil, mon petit bonhomme, mais où est l'urgence? Donc, ils avaient beau dire oui, bientôt il n'y aura plus de charbon. Voilà, ils n'étaient pas forcément écoutés. Et puis, c'est comme ça pour plein d'inventions à base d'hydrogène, de véhicules électriques, de choses qui étaient en avance sur leur temps finalement. Donc on voit beaucoup d'inventions sont listées dans cet ouvrage Rétrofutur que vous avez co-dirigé. Quelle est celle qui vous a le plus marqué ou celle qui aurait le plus de sens à mettre en perspective avec aujourd'hui? Alors, on va partir sur un truc qui fait partie de l'introduction du bouquin. Et en fait, dans les années 40, fin de la guerre, on a deux bricoleurs à Angers qui vont faire rouler un camion à l'hydrogène. Et cet hydrogène, ils la fabriquent avec un moulin à eau, puisqu'ils utilisent la force de l'eau pour faire fonctionner des alternateurs, donc des dynamos qui produisent de l'électricité. Avec cette électricité, ils vont faire de l'électrolyse pour stocker l'hydrogène et pour faire rouler un camion. Et quelques années plus tard, on va avoir dans cette filiation d'inventeurs Jean-Luc Perrier, donc c'est pas très dur à retenir, hein, c'est un monsieur qui fait des bulles, qui lui est prof de physique et il est même physicien à l'Université catholique d'Angers. Et lui, il va faire rouler à l'époque une Simca avec de l'hydrogène aussi, sauf que l'hydrogène, il la fabrique avec un concentrateur solaire, comme Mouchot en fait. Et on est toujours du côté de la Loire, etc. Et puis il y a un autre exemple sur les concentrateurs solaires, c'est que Léonard de Vinci voulait faire fondre du bronze à l'énergie solaire. Le bronze a été réquisitionné malheureusement à cause de la guerre à l'époque. On pense que s'il avait fait ça à l'époque, l'énergie solaire, en tout cas, aurait pu potentiellement s'imposer pendant des centaines d'années et vivre une autre vie que ce qu'elle connaît aujourd'hui. Et d'ailleurs, en fait, à la station E, on est en train de créer un prototype de forge solaire. Donc on va tester ça à partir du 10 mai. Et ça va être comme ça tout l'été avec tout simplement une lentille de Fresnel. On va concentrer des rayons, on va faire fondre des métaux, on va essayer de voir ce qu'on peut faire avec ça. Très bien, donc dans l'atelier 21, donc il y a cette dimension un peu historique et actuelle avec paléo-énergétique et donc rétrofutur. Il y a Station E qui est un lieu à Montreuil qui permet de découvrir un petit peu ce dont on vient de parler. Et j'aurais voulu en fait que vous nous parliez aussi d'autre chose, c'est le projet Regenbox. Alors je ne sais pas si c'est du low-tech ou pas. Regenbox, je crois que c'est l'idée, c'est... Regenbox, il est aussi dans notre bouquin, il est là tout à la fin. Regenbox, en fait, c'est un projet qui est né d'une invention qui existe déjà. Hein. Donc nous, on n'a rien inventé. C'est juste un électrochimiste des années 60-70 extrêmement connu qui s'appelle Karl Kordesch, qui notamment a travaillé sur les piles à combustible à l'époque, qui donneront celles qui seront dans la mission Apollo. Donc c'est quelqu'un absolument reconnu.
Et à l'époque, il travaille sur les piles en général. Il travaille aussi sur les piles alcalines. Et lui, il va sortir à l'époque des piles alcalines et un chargeur de piles alcalines. Donc, les piles alcalines, vous savez, elles ne se rechargent pas. On les appelle en anglais les single-use batteries. Et du coup, on s'est dit, on a regardé la littérature scientifique, ça paraissait très, très sérieux. On a acheté un de ces objets qui est sorti à l'époque, hein, le régénérateur Rayovac, qui était mis sur le marché pendant juste 1 an ou 2. Donc il est à la station, on l'expose aussi, on présente ça comme une pièce à conviction. Et puis nous, en fait, on a repris le brevet, en fait, qui est dans le domaine public, tout simplement. Et c'est ce qu'on dit, c'est que tout ça, c'est bourré de domaine public. Donc c'est mondialement mobilisable. Donc là, et c'est le cas de Regenbox. Voilà, on le partage. C'est un brevet qu'on a repris et qu'on repartage. Voilà, donc j'ai vu en fait il y a un kit en fait et on peut construire, monter soi-même en fait son. Si vous voulez, ça paraît tellement fou de recharger des piles alcalines que nous on s'est dit ce qu'il faut qu'on fasse avant, c'est un programme de recherche. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit voilà, c'est un programme de recherche, c'est pas un produit qu'on met sur le marché du tout. Et ce qu'on a rajouté nous comme brique technologique dans la Regenbox, c'est un système qui permet déjà de décharger les piles automatiquement et de les recharger et d'enregistrer tout ça sur un ordinateur. Ça vous fait ce qu'on appelle des courbes de charge. Ça vous dessine à quelle vitesse se décharge la pile, à quelle vitesse elle se recharge. Et pour nous, c'était essentiel de démontrer la véracité ou pas de ce truc, que nous-mêmes, on ne savait pas si c'était vrai. Ça nous semblait tout à fait plausible parce qu'un produit est sorti, c'est Karl Kordech qui l'a fait à l'époque, qui l'a prototypé et qui l'a mis sur le marché et qui l'a breveté. Et ce truc disparaît à l'époque, pas forcément parce que les industriels le retirent, parce qu'ils sont méchants, et que voilà. C'est peut-être parce que c'est un flop commercial, c'est peut-être parce qu'à l'époque, dans les années 80, on ne se dit pas forcément qu'on va recharger des piles, et que peut-être il est beaucoup trop cher aussi, peut-être à l'époque. C'est les fabricants de piles alcalines qui ne vont pas être très contents de ce projet-là. Si, certains se réjouissent, nous envoient des petits cadeaux. On est en train de faire un benchmark aussi, puisque comme on les décharge, on sait exactement ce qu'il y a dans une pile alcaline. Donc on peut comparer les piles alcalines. Il faut savoir qu'il n'y a aucune obligation pour les constructeurs d'indiquer les milliampères-heure que vous trouvez dans la capacité de la pile. Et donc nous, ce qu'on dit, et on le dit là-dedans, on est pour la création d'un observatoire national du stockage. Pourquoi ? Parce qu'on stocke avec des éléments électrochimiques, mais aussi des éléments cinétiques. On stocke des fois dans des volumes d'eau. Voilà. Et en fait, tout ça, il faut l'observer, il faut le partager. En tout cas, l'Observatoire national du stockage, pour nous, c'est tout ce qui est batterie de stockage, batterie de voiture, batterie de téléphone, batteries qui sont mises sur le marché pour recharger les appareils ou les batteries alcalines. Et donc, l'idée, c'est de partager du data sur les batteries pour savoir ce qu'il y a vraiment dedans. Et puis, que les meilleurs gagnent, quoi, tout simplement. Et puis qu'on arrête d'acheter sans savoir ce qu'il y a dedans. On retrouve un fil conducteur en fait dans les différents projets ou dans les différents outils de la boîte à outils Atelier 21. C'est l'idée de vulgariser et puis de partager un certain nombre de connaissances. Et puis vous êtes allé plus loin ou autrement avec des ateliers sur la précarité énergétique. C'est ça. Je crois que vous êtes parti en fait d'un constat sur la précarité énergétique, notamment des étudiants. Et c'est ça. Voilà, quel est le constat et où est-ce que ça vous a emmené ? En fait, j'ai participé à pas mal de workshops, d'études, etc. sur la précarité énergétique. Et en fait, à un moment donné, on a réalisé qu'il y avait, je crois, quasiment 1,5 million d'étudiants en France qui sont victimes de précarité énergétique et donc qui ont du mal à se chauffer ou en tout cas qui ont sur leur budget mensuel une charge de plus de 10% allouée à l'énergie, ce qui fait qu'ils ne font pas d'autre chose avec. Et on s'est dit... puisque nous, on travaille beaucoup avec les écoles. Ce qu'on fait, c'est beaucoup des choses pédagogiques. On bosse y compris avec des grandes écoles qui nous invitent avec leurs grands élèves et des entreprises aussi, des fois, pour réfléchir à l'innovation et ce que c'est, etc. Et comme on interagit beaucoup avec des écoles, on s'est dit qu'on allait mettre au point un workshop open source et itinérant à destination des écoles et que c'était les étudiants qui allaient réfléchir à comment lutter contre la précarité énergétique chez les autres étudiants. Donc voilà, c'est un projet où on aide ses pairs et du coup on découvre aussi ce que c'est la précarité énergétique en France, parce que c'est un phénomène qui touche un foyer sur 5 et bientôt 2 foyers sur 5, c'est quand même assez alarmiste. Et là, du coup, les étudiants peuvent aussi s'armer et trouver des solutions pour aussi les foyers et pas que les étudiants. Autour de l'énergie, on peut aussi s'amuser. On peut aussi prendre du bon temps, faire la fête, écouter de la musique. Dépenser de l'énergie. Dépenser de l'énergie humaine. Alors,
tout le monde n'aura pas compris, mais vous avez compris ma Je sais transition. comprendre. C'est pour parler de Solar Sound System. Donc c'est un projet, je vois que vous l'arborez Je sur l'arbore votre t-shirt. et au nom de toute la communauté qu'il y a derrière, parce que ce soit Rétrofutur, Station E, Solar Sound System, c'est des communautés qu'il y a derrière. À chaque fois. Ouais, Solar Sound System, on est à Hong Kong, on est à Berlin, on est à Tel Aviv, on est aux Pays-Basque, on est à Marseille, et puis on a des demandes dans le monde entier, donc bientôt on sera partout. Mais c'est quoi? Voilà. C'est un des projets qu'on a monté pour qu'on puisse parler d'énergie dans le domaine, dans la sphère publique. Et donc, c'est des sound systems qui sont autonomes en énergie, qui fonctionnent avec l'énergie solaire et l'énergie du public, puisqu'on fait pédaler les gens sur des vélos pour alimenter le DJ et la fête. Et ça fonctionne, les gens pédalent, les gens aiment pédaler, les gens aiment bien toucher du doigt un peu tout ça. Et ça permet d'être un point de départ aussi pour parler de tout ça et pour une fois, avec des sujets aussi lourds que le climat, l'urgence climatique, les guerres liées à l'énergie, se décontracter un bon coup et rigoler ensemble pour être encore plus en forme demain. Donc dans le sound system, donc du coup, voilà, c'est des platines. Enfin, il y a un DJ. Donc, par contre, le DJ, il a sa propre énergie à lui. Il est indépendant des machines, des enceintes. Souvent en panneaux solaires et puis des vélos qui sont connectés. Aussi, l'idée, voilà, c'est de capter suffisamment d'énergie pour pouvoir continuer à passer ça. La musique. On peut faire des sound systems au milieu des plages, etc. C'est aussi une tendance que moi j'ai vécue. Hein. C'est tout ce monde de la musique électronique qui d'un seul coup sort des clubs, et sort des boîtes de nuit, et sort des trucs, et va organiser ses propres fêtes avec ses propres artistes dans des lieux uniques, éphémères. Ce qui fait aussi la qualité de ce moment-là, c'est qu'il est éphémère et qu'on sait qu'on ne le retrouvera pas. Et alors, quelle serait l'actualité que vous voudriez partager en ce moment parmi tous ces projets, puis peut-être d'autres qu'on n'a pas cités? L'actualité, c'est qu'à Station E, tout ça, c'est visitable. Donc, on fait aussi des visites pour les écoles, on fait des visites pour les animateurs de maisons de quartier, on fait des visites pour des entreprises. Et voilà, c'est Station E, donc métro Robespierre, 236 rue de Paris. Et on est ouvert les vendredis, samedi, dimanche. Et on fait la fête, on fait des expos, on invite des associations à présenter leurs travaux. On brasse l'énergie. Merci beaucoup, Cédric. Merci à vous. Plein de bonnes choses pour la suite et à une prochaine. À bientôt. Merci Cédric, merci Charlie. On passe à la chronique de la tortue avant de retrouver Jean-Marc Jancovici. La chronique de la tortue, vous savez, celle qui a plus d'énergie à la fin que le lièvre. À tout de suite. Bonsoir, je suis blogueuse et à ce titre, je reçois beaucoup de questions de lecteurs qui me demandent comment s'engager efficacement dans la lutte contre le changement climatique, pour la préservation de la biodiversité et plus généralement pour un monde socialement et écologiquement plus juste. J'ai moi-même cherché longtemps la réponse à cette question. Comme beaucoup d'entre nous, je n'en peux plus d'attendre un changement qui ne vient pas d'en haut mais qui a aussi beaucoup de mal à être impulsé par le bas. Comme beaucoup, je suis parfois submergée par l'éco-anxiété, ce mal qui touche les plus sensibilisés d'entre nous, désespérés de voir un jour un changement radical opérer. Je suis fatiguée de ces petits gestes qui ne me satisfont plus, recycler, acheter en vrac, acheter bio, local, de saison, etc. D'un autre côté, je ne sais pas où allouer mon énergie. En creux, il y a toujours cette obsédante question. Quelle action servirait vraiment à quelque chose? 3 réflexions importantes à ce sujet. Premièrement, ce n'est pas parce que je ne peux pas tout solutionner seul que ce que je fais ne sert à rien. Nous sommes 7 milliards d'individus sur Terre. Il faut abandonner le fantasme de sauver le monde à moi seul et croire à la puissance du collectif. Deuxièmement, il faut aussi arrêter de penser que nous avons tous besoin d'être d'accord pour que le changement advienne. Les changements ont toujours été impulsés par les minorités. La majorité se contente d'emboîter le pas. Nous n'avons donc pas besoin que tout le monde soit écolo pour bâtir un avenir plus durable. Et enfin, troisièmement, il n'y a pas de forme d'engagement mieux qu'une autre. J'ai eu l'occasion cette semaine d'entendre parler 2 élus qui tenaient à peu près le même discours. Sans les entreprises, sans les associations, sans les citoyens, un élu n'a pas de poids. C'est une chaîne où chacun joue son rôle. Nous avons certes besoin de personnes engagées politiquement à tous les échelons, mais nous avons aussi besoin d'entrepreneurs éthiques, nous avons besoin d'associations de protection de l'environnement, de désobéissance civile, etc. Nous avons besoin de citoyens qui pensent, qui boycottent, qui interpellent, qui marchent. Nous avons besoin de médias qui placent ces problématiques au cœur du traitement de l'information. Nous avons besoin d'experts, d'intellectuels, de scientifiques qui se penchent sur ces questions. Nous avons certainement besoin d'autre chose que je n'ai pas pensé à lister. Bref, dans la construction d'un avenir plus radieux, chacun a un rôle à jouer, le rôle qui lui convient.
Alors tout le monde sur le pont? De retour sur le plateau et rendez-vous du futur avec Jean-Marc Jancovici. Le citoyen doit faire sa part, l'expert doit faire sa part, comme le disait Anaël dans la chronique de la tortue. Le politique, enfin bref, c'est une vision un petit peu idyllique. Chacun peut faire quand même un petit peu sa part de changement. Non, c'est une vision réaliste parce que de toute façon, elle a raison. Personne ne porte le monde sur ses épaules. Et même les gens qui, dans des périodes où les systèmes étaient un peu dirigistes, dont on pensait qu'ils portaient le monde sur leurs épaules, enfin je veux dire, le roi de France, c'est pas la France, quoi. Donc il a quand même besoin du reste de la France pour que la France soit ce qu'elle est. Donc oui, chacun fait sa part. Et pour autant, là, on doit tous se rendre compte que on doit sortir tout doucement du dogme du progrès, le fameux. Depuis 200 ans, on ne doit pas sortir du dogme du progrès. On doit sortir du dogme qui est, sans qu'on ait besoin de rien faire, de spécial, demain sera mieux qu'aujourd'hui. C'est de ça dont on a besoin de sortir. Dogme du progrès, non, parce que, encore une fois, ça dépend, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend de votre vision. Si vous considérez que avoir quelque chose qui dure plus longtemps, c'est un progrès, à ce moment, il faut le faire et c'est un progrès. Enfin, pardon de ce truisme, mais donc ça dépend de ce qu'on qualifie être un progrès. Il faut bien voir que là, on sort d'un monde en expansion. Ça fait 10 000 ans que le monde est en expansion. C'est-à-dire que quand les hommes se sédentarisent il y a 10 000 ans, on est quelques millions sur Terre. Sauf accident transitoire, la population n'a pas arrêté d'augmenter. Alors les accidents transitoires, ils ont pu être un peu saignants quand même, à tous les sens du terme. Quelques épidémies quand même qui ont fait un sacré ménage. Prendre des virages. Oui, il y a eu des épidémies qui ont fait des sacrés ménages. Il y a eu des guerres qui ont fait un peu le ménage, moins que les épidémies. Il y a eu des famines qui ont fait le ménage, moins que les épidémies. Mais globalement, on est en expansion. On est en expansion sur les territoires occupés. On est en expansion sur le nombre d'objets qu'on s'est fabriqués. On est en expansion sur tout. Donc, on a un logigramme qui est bien adapté au fait d'être dans un univers en expansion. Et soit dit en passant, dans un univers en expansion, les problèmes sont simples à gérer parce que vous pouvez toujours rajouter des moyens pour gérer un problème nouveau aux moyens que vous aviez pour gérer le problème ancien, dont vous n'avez pas besoin de vous défaire. Pas le problème, les moyens. Bon. Dans un univers qui est plus en expansion, ça devient considérablement plus compliqué parce que vous réglez A ou B, mais pas les deux en même temps. Donc il faut faire des choix, ce qui est compliqué. Il faut les faire partager, ce qui est compliqué. Donc c'est clair qu'on est dans une... Alors, pas me payer de mots, mais il y a quelque part quelque chose qui ressemble à une nouvelle idée du progrès. Il ne faut pas mettre le progrès là où on le mettait avant. On a beaucoup mis quand même jusqu'à maintenant le progrès dans l'objet. Ça, c'est clair qu'on va buter sur des limites de ce point de vue. Ouais. Je vous cite, une société moins fossile n'a pas d'alternative à la décroissance. Les jeunes qui manifestent pour le climat ne se rendent pas compte qu'il va être impossible de garder le niveau de vie actuel, le niveau de vie qu'ils ont actuellement. Vous pensez vraiment que ceux qui sont dans la rue, tous les jeunes qui manifestent en ce moment pour le climat, sauver le climat, sauver la nature, sauver le vivant, ne se rendent pas compte que oui, là, ils doivent emprunter un autre chemin qui sera plus de la décroissance, comme diraient certains? Je pense qu'ils ne s'en rendent pas nécessairement compte. Et quand ils s'en rendent compte, ils n'arrivent pas nécessairement à le faire. Je connais un certain nombre de cas de figure dans lesquels des gens qui se rendent compte que c'est globalement ça qu'il faut suivre comme trajectoire sont très à l'aise avec l'idée que leur propre consommation doit augmenter. Oui, ils vivent le paradoxe, quoi. Que leur propre revenu doit augmenter, qu'ils doivent être capables d'habiter un logement plus grand, etc. Et qu'il n'y a pas de raison qu'ils renoncent à leur voyage en avion. Donc, alors, ils ne sont pas tous comme ça, on est bien d'accord, hein, mais il y en a une fraction qui sont comme ça. Et le grand paradoxe, en fait, c'est que les gens qui sont, entre guillemets, les plus éclairés appartiennent souvent à des classes sociales qui sont plus favorisées que la moyenne. Et là, il y a une loi du genre qui est plus vous gagnez d'argent, plus votre empreinte carbone est élevée, en première approximation. Parce que si vous ne le dépensez pas ici, vous allez le dépenser là-bas. Et si vous ne le dépensez pas et que vous l'épargnez, vous allez financer des activités qui vont émettre. Donc, dans tous les cas de figure, il y a malheureusement une loi du genre qui est plus vous avez d'argent, plus votre empreinte carbone est élevée. Encore une fois, il y a des variations, mais bon. C'est très compliqué de s'en abstraire, en tout cas. Donc c'est toute la difficulté. Alors après, on tombe aussi sur pourquoi moi je devrais commencer à me priver alors que la société s'est pas mise en mouvement. Donc je dis pas que leur militantisme est inutile. Je dis qu'il n'est pas suffisant malheureusement dans un certain nombre de cas de figure que j'ai pu observer pour s'abstraire totalement des contradictions que je viens d'évoquer.
faut qu'il soit relayé peut-être davantage par le politique, mais là Faut pareil, qu'il vous ne puisse- semblez pas vraiment y faut croire. qu'ils puissent s'incarner. Alors, il y a des gens chez qui ils s'incarnent tout à fait. Je connais des gens qui ont volontairement baissé leur niveau de vie, là pour le coup, en choisissant une autre orientation professionnelle, d'habiter à un autre endroit, etc. Ça se voit aussi. Mais la majeure partie des gens qui défilent pour le climat, c'est des gens qui sont restés dans leur vie existante et qui vont juste dire ça serait quand même bien de s'occuper du problème. Des gens qui basculent totalement, d'abord, ils ne sont pas nécessairement en ville. Une partie d'entre eux sont retournés, entre guillemets, à l'agriculture. Donc, eux, ils ne viennent pas en ville pour manifester, ils sont là où ils sont. Il y en a une partie qui sont dans des modes, j'ai envie de dire, un peu contestataires vis-à-vis de la société dans son ensemble. Et une manifestation, c'est même déjà quelque chose de trop inscrit dans le moule pour qu'ils aient envie de s'y mettre. Voilà, donc vous avez de tout. À la fois des gens qui vont jusqu'au bout de la démarche et qui se mettent en cohérence avec ce qu'ils pensent. Mais pour ce que j'en observe, c'est plutôt une minorité dans l'ensemble des gens qui disent il faut faire quelque chose. Ça veut dire que le réveil va être forcément très dur. C'est-à-dire qu'on va devoir prendre conscience qu'il n'y a plus de croissance, qu'elle ne sera certainement pas verte. Alors, il y en a déjà, j'ai une bonne nouvelle pour vous. En Europe, il y en a déjà plus depuis 10 ans. Quand vous regardez les indicateurs physiques, qui sont par exemple la production industrielle, qui sont par exemple le nombre de mètres carrés qu'on construit chaque année, qui sont par exemple la quantité de camions qui transportent des marchandises. Vous êtes aujourd'hui en Europe légèrement en dessous du niveau de 2007. Donc la croissance s'est arrêtée en Europe en 2007. Et mon pari, c'est que si ça redépasse 2007, ça ne va pas le faire longtemps. Donc, alors simplement, une partie des élites urbaines ne s'en rendent pas compte, parce que dans la répartition de ce qui reste, elles sont du bon côté de la barrière. Donc elles, ça ne les empêche pas de vivre, voire ça ne les empêche pas de vivre de mieux en mieux. Ceux qui en souffrent le plus sont des gens qui sont aux marges, aux franges, dont notamment les gilets jaunes, mais pas que. Et c'est des gens qui vont se réveiller à un moment où on ne les aura pas vus venir, quoi, globalement. Donc mais aujourd'hui, ça c'est déjà le cas, j'insiste. Aujourd'hui, c'est déjà en marche. Une question d'Aurélie Piette, l'économiste Aurélie Piette, qu'on va recevoir bientôt dans un rendez-vous du futur, je vous en parlerai plus tard, un petit peu spécial, qui sera à Bordeaux. Où est-ce qu'on en est de la mise en place de l'idée de décentralisation énergétique? Alors là, j'imagine qu'elle fait référence au projet je ne sais pas ce que c'est que Smart la Grid. Oui, je ne sais pas ce que c'est. Alors, une énergie qui était parfaitement décentralisée, qui a longtemps été l'énergie des hommes, c'est le bois. Ouais. C'est très décentralisé, le bois. Une énergie qui a été raisonnablement décentralisée, c'est les chutes d'eau, parce que vous les utilisez là où elles sont et pas ailleurs, au moment où on avait des moulins à eau. Donc, qu'est-ce que c'est qu'une énergie décentralisée? Si on parle des éoliennes et des panneaux solaires, c'est un très bon moyen de multiplier par 10 à 40 la quantité de capitaux qu'il faut mettre dans le système électrique. Alors, je vais vous donner 2 ou 3 exemples. Aujourd'hui, si vous mettez bout à bout toutes les puissances souscrites par les consommateurs d'électricité, vous avez un abonnement électrique. Votre abonnement électrique, il est probablement de 6 ou 9 kVA, ce qu'on appelle des kVA, des kilowatts. C'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez simultanément brancher des appareils qui soutirent de l'électricité jusqu'à hauteur de 9 kW. Bon. Vous avez 30 millions de foyers en France. 30 fois 9, vous êtes d'accord avec moi que ça fait 27. Donc, vous avez 270 gigawatts d'abonnements électriques en France. Plus vous rajoutez les industriels, vous vous situez aux alentours de 400. Il se trouve que la puissance installée en France, c'est 100 gigawatts, 4 fois moins. Pourquoi ? Parce qu'en ce moment, vous êtes ici et vous n'êtes pas chez vous. Donc, pendant que l'endroit où vous travaillez appelle de l'électricité, l'endroit où vous résidez n'en appelle pas. Puis vous avez peut-être, si vous êtes assez riche, une résidence secondaire. Et à ce moment, vous dites oui parce que vous en avez une? Non. Bon, ah bon, pardon. Non, mais je dis oui parce que je comprends. Mais vous connaissez le concept de résidence secondaire. J'en ai entendu parler. Vous en avez entendu parler. Alors, sauf à ce que vous ayez le don d'ubiquité ou vos enfants aient des parasites, a priori, quand vous êtes chez vous, vous n'êtes pas dans votre résidence secondaire et inversement. Ouais. Bon, à ce moment, quand on appelle l'électricité chez vous, on ne l'appelle pas dans la résidence secondaire. Donc, en fait, par un effet de lissage, vous avez la possibilité d'installer beaucoup moins de puissance en production que la totalité des possibilités techniques d'appel de puissance du côté des consommateurs. Si maintenant chacun a son panneau solaire sur son toit, vous allez dimensionner la puissance produite
au maximum de la puissance appelée installation par installation. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 100 gigawatts de puissance sur le sol, rien qu'à cause de ça, vous en avez 400. En plus, le solaire, il ne produit pas tout le temps, il produit 15% du temps, alors que les installations classiques centralisées, que ce soit du charbon, du gaz, du nucléaire, ça se balade entre 50 et 80. Donc vous avez besoin, encore une fois, de multiplier par 3. Puis vous avez besoin de stocker, que ce soit du vent ou du soleil. À ce moment, il faut encore multiplier par 2 parce que vous avez des pertes au stockage. Donc il faut produire l'électricité qui sera perdue. Donc en gros, si vous êtes dans le rêve rifkinien de chacun vit heureux chez soi avec son panneau solaire sur son toit et son etc., vous multipliez par n'importe quoi entre 10 et 20 la puissance installée et vous multipliez les capitaux nécessaires par 40 à 50. C'est de l'argent qu'on n'a pas. Donc la décentralisation électrique, non seulement ce n'est pas une bonne idée, mais si on a envie de perdre son temps et son argent, c'est la meilleure idée qu'on ait. Bon. Parce que l'électricité ne se stocke pas. Parce que c'est à cause de cette réalité physique et que par ailleurs, vous mutualisez la puissance à installer en production quand tout le monde, par la loi des grands nombres, quand tout le monde est branché sur le même réseau. Et c'est la raison pour laquelle, historiquement, on a fait des réseaux. Ce n'est pas parce que nos ancêtres étaient des crétins, c'est parce que c'était un moyen d'économiser la construction de centrales. Il y a des énergies pour lesquelles, au contraire, la décentralisation, c'est la voie de la raison. Vous n'avez aucune raison de faire fonctionner un poêle à bois français avec du bois importé du Brésil. Donc, quand on parle de décentralisation, et vous n'avez aucune raison de faire fonctionner une pompe à chaleur installée dans le Berry avec des calories venant du sol alsacien. D'accord ? Ça n'a aucun sens. Donc, vous avez des installations pour lesquelles c'est pertinent de raisonner local, et vous avez des installations pour lesquelles c'est pas pertinent de raisonner local. Au contraire, c'est la mutualisation qui vous offre la meilleure économie d'échelle. Et pour regarder ces trucs-là, il faut le regarder de manière pragmatique. Il ne faut pas se dire, a priori, il y a de vérité que dans le local, ou a priori, il y a de vérité que dans le centralisé. En fait, dans une course contre la montre, il n'y a de vérité que dans ce qui va vous permettre d'agir le plus vite. C'est là la vérité. Et quand vous avez besoin de 10 fois plus de capitaux pour régler le même problème, ce n'est pas agir plus vite, c'est agir comme une tortue, mais pas comme celle qui nous a parlé avec l'assurance de perdre à la fin. Une dernière question, une toute dernière question, là on se dirige vraiment vers la fin, une question de Marianne Mario qui est notre psychologue attitrée, elle nous rend souvent service, une question qu'elle nous a envoyée en vidéo, je regarde par là parce que c'est Jonathan en régie qui va lancer ça. Dans un monde contraint de restrictions ou d'effondrement, à titre personnel, qu'est-ce qui reste ou restera le plus difficile à désapprendre ou qu'est-ce qui serait ou sera le plus difficile de se déprendre ? C'est la question de Marianne. Réapprendre une forme de fatalisme, j'ai envie de dire. Au moment où les mondes étaient très contraints, donc on me permettra à la psychologue de faire une réponse psychologique. Au moment où le monde était très contraint, le monde était aussi très stable et les gens étaient très fatalistes. Du reste, Tocqueville l'explique très bien. Il dit que dans le monde aristocratique, qui, soit dit en passant, est à mon avis quelque chose qui est très adapté au monde contraint, vous étiez ce que vous étiez au moment de votre naissance, puis ça ne bougeait pas derrière. On gagnait ce qu'on gagnait au moment où on démarrait son métier, puis ça ne bougeait pas derrière. Et on supportait tout ça parce qu'on était fataliste, parce que le système vous poussait à être fataliste et vous disait bah, c'est ça ma condition, et puis il n'y a pas de raison que ça change, etc. Dans le monde démocratique, on a créé un monde d'insatisfaits perpétuels. Et on l'a créé, Tocqueville l'expliquait très bien aussi, il disait, en fait, comme on est tous égaux sur la ligne de départ, c'est ça la règle du jeu, si on n'est pas tous égaux sur la ligne d'arrivée, vous aurez toujours quelqu'un qui a plus que vous, dont vous avez légitimement envie de vous plaindre. D'accord ? Donc il se trouve que quand vous regardez matériellement comment on vit aujourd'hui en Occident, le smicard français vit comme un nabab, mais comme il existe Bernard Arnault et d'autres et consorts, il dit c'est pas juste. Voilà. Donc il ne se rend pas compte qu'il vit comme un nabab, parce qu'il y a des gens qui vivent comme 3 nababs. Ou 10 ou 100, je ne sais pas. Eh bien, la démocratie fait de nous des gens insatisfaits. Et la question, c'est comment est-ce qu'on apprend dans un monde contraint, entre guillemets, à se contenter de ce qu'on a, entre guillemets, à être content en se disant pas que demain on aura plus, parce que c'est pas ça qui se passe. Ben voilà, c'est ça. À mon avis, c'est ça le plus difficile. C'est comment est-ce qu'on arrive à marier l'espoir et l'envie du lendemain avec le fait qu'il y a des domaines dans lesquels, demain, ça ne sera pas mieux qu'aujourd'hui. On en revient à voilà, il faut sortir de ce dogme-là. Donc il faut arriver... voilà, je pense que ça fait partie des choses qui seront difficiles.
Ça ne veut pas dire que le défi soit impossible à relever, mais je pense que ça, c'est quelque chose qui va être compliqué dans la gestion de la contrainte. Et gérer ça de manière douce est à mon avis, un vrai défi. Alors, je vais en profiter pour faire une suggestion. Je trouve dommage qu'aujourd'hui, dans un certain nombre de disciplines des sciences sociales, il n'y ait personne, donc je ne parle pas que tout le monde se convertisse à ce que je vais dire, mais qu'il n'y ait pas au moins 5% des gens qui réfléchissent en se disant, admettons que l'hypothèse de départ, c'est que demain, il n'y a pas plus mais moins, comment je gère ça au mieux? Alors, je ne trouve pas normal que dans le monde des économistes, il n'y ait personne qui travaille avec ça comme donnée de départ. Leur seule question, c'est comment je fais revenir la croissance. Mais comment je gère un monde dans lequel, parce que ça ne dépend pas de moi, ça ne revient pas, vous les cherchez, quoi, il n'y en a pas. Eh bien, c'est exactement pareil dans le monde psychologique et sociologique. Je pense que la meilleure manière de s'accommoder de la contrainte dans une société humaine, je trouve, alors évidemment, on peut trouver que le sujet n'est pas très sexy, moi je pense qu'il a une utilité sociale majeure, parce que c'est avec ça qu'on va trouver des recettes de cuisine qui nous seront extrêmement utiles pour savoir comment est-ce qu'on arrive au mieux à gérer le monde tel qu'il est et non pas le monde tel qu'on voudrait qu'il soit. Ça me fait vraiment penser à Aurélie Piette, cet économiste qui vient de sortir un livre dont je ne me souviens plus le nom parce qu'il est très très long comme c'est à la mode. Le livre ou le titre? Le livre et le titre, mais le livre est passionnant et je pense que vous auriez beaucoup à échanger ensemble et suivez notre prochain rendez-vous des futurs, en tout cas le 20 mai. Vous avez parlé tout à l'heure, en parlant d'art, vous avez parlé de BD, vous avez parlé de cinéma. Cinéma, ça vous a titillé, vous y reviendrez peut-être d'ailleurs. La musique, ça vous a jamais titillé? Je dis ça parce qu'on a évidemment une chronique musicale juste derrière. Dans les versions modernes de la danse de la pluie, il y a le fait que je me mette à chanter. Donc non, pourquoi pas, non? Il vaut mieux pas que je touche à ça. Bon, on passe à la dernière chronique, la chronique musicale de Charlie, et on se retrouve pour le mot de la fin. Alors, le thème imposé aujourd'hui pour cette chronique musicale, c'est l'énergie. Alors, on va essayer de répondre en 3 morceaux choisis avec amour. L'énergie, l'énergie, l'énergie. Alors, créer peut-être ou jouer de la musique autrement? Ah oui, tiens, ça me fait penser à un artiste français qui s'amuse de la musique électronique en samplant des bruits qui l'entourent. Ça peut être de l'eau qui coule, ça peut être le froissement d'un papier, le rebond d'une balle de ping-pong. Il les enregistre durant son live, en fait des boucles et les ajoute au fur et à mesure. Ce n'est pas révolutionnaire, d'autres l'ont fait, mais c'est plutôt sympa à écouter, c'est plutôt plaisant. Il s'appelle Jacques et là, l'extrait qu'on entend, c'est Phonochose 1, live loop à l'amour. Et dans le genre récup, et pourquoi pas jouer de la techno, mais sans technologie, il y a un type qui s'appelle Pipe Guy. Il vit en Australie et à force de voir des vidéos de Blue Man Group, un groupe du Luberlu qui se peigne tout en bleu et qui ont créé un instrument de musique à base de PVC qu'ils ont dénommé le tubulum, lui il s'est lancé, c'est assez simple, il s'installe dans la rue avec une caisse pour les rythmes, des tubes en PVC et en guise de baguette, des tongs. Oui, c'est bien ça. Et ça donne ça. Et accessoirement, sa petite vidéo là qu'on entend et qu'on va voir, elle a fait 53 millions de vues sur YouTube. Et c'est assez bluffant. Voilà, comme qu'on peut faire de la techno sans électricité. Et pour finir, on va changer complètement d'univers. On va peut-être s'intéresser à notre propre énergie, voilà, des émotions, comment gérer tout ça. On va aller vers quelque chose de plus peut-être qui se rapproche plus peut-être de la méditation ou je ne sais. C'est un projet qui s'appelle Abu
Sadia. C'est un projet qui a été mené par le clarinettiste et saxophoniste franco-tunisien Yassine Boulares. Il revisite le stambali, qui est une musique de trance et de guérison, qui avait été écrite par les descendants des esclaves subsahariens amenés en Tunisie. Et il a créé ce projet avec le violoncelliste Vincent Segal et le batteur américain Nashit Waits. Ça donne ça. Le morceau là qu'on entend, c'est Dar Shems, autrement dit la maison du soleil. Tiens, quelque chose de solaire. Merci beaucoup Charlie, merci pour cette séquence qui est un vrai rendez-vous dans nos rendez-vous des futurs. Bon, on a ouvert plein de fenêtres, évidemment, on n'est pas rentré totalement dans chaque rayon. Si le mot de la fin vous appartenait, ce serait quoi? Qu'il n'y a pas de fin, c'est plutôt un début. On pourra parler du mot de la fin quand il y aura une fin. On est au commencement du commencement. Ah oui, on est au commencement du commencement. Encore une fois, on doit apprendre une nouvelle histoire. La nouvelle histoire qu'on doit apprendre, c'est comment on a foi en l'avenir et quel genre de projet positif on peut mettre en œuvre dans un monde dans lequel c'est plus l'expansion qui est la règle. Merci beaucoup Jean-Marc Jancovici, merci d'avoir accepté l'invitation des Rendez-vous du Futur. Cette émission a été préparée du coup par Triple C, JD Carré, Le Cube. Merci à Gwendal Marcon pour ces questionnements qui m'ont un petit peu alimenté. Les prochains rendez-vous, vous sortez vos cahiers de texte comme d'habitude. Le 20 mai prochain, du coup, une spéciale à Bordeaux. On fera escale là-bas avec Aurélie Piette, donc je vous enverrai son livre. Nicolas Thierry, vice-président du Conseil régional Nouvelle-Aquitaine, et puis avec 6 actrices du changement. Vous allez voir, ça va être une émission vraiment décapante. Le 20 mai, le 4 juin avec Pascal Pic, ce sera ici. Le 12 juin, c'est une émission spéciale dans le cadre du Forum Changer d'air à la Cité des Sciences et de l'Industrie. Merci à tous. Suivez nos invités, suivez notre invité, suivez leurs projets. Et à tout de suite sur les réseaux. Merci.